Salut les mordus de hockey! On vous souhaite la bienvenue sur notre nouvelle chaîne, les Mordus de sport. Donc, si on va avec le mailbag, cette semaine, j'ai pris 4 questions. Puis, si on a le temps, on va toutes les passer. Là. On fait déjà 30 minutes qu'on parle, là, ou presque. On a de la jasette aujourd'hui. C'est ça. Correct. Fait que la première question. Oui, c'est ça. Première question, ça vient de Bozo, 8153, qui demande: avec l'arrivée de Pierre-Luc Dubois, est-ce que les Bruins devraient en faire une priorité de signer Philippe Danault? Et est-ce que Danault accepterait l'échange vers Boston? Laissez répondre à ça. Oui, mais écoute, oui, c'est une analyse intéressante. Bon, là, je pense qu'on parle d'échanger plus que signer Danault là, dans l'idée. Écoute, j'ai quand même un doute que Danault accepterait de se ramasser à Boston. Surtout que, en tout cas, de ce que je crois voir, il a l'air de vraiment se plaire à Los Angeles en ce moment. Sauf qu'au niveau des Bruins de Boston, je crois que ça fait énormément de sens d'aller à la recherche d'un Philippe Danault. Écoute, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à donner aux Kings de Los Angeles en ce moment? Ça aussi, c'est une autre question. Parce que là, j'ai beau regarder l'alignement des Bruins de Boston, il n'y a pas grand-chose d'impressionnant là-dedans. Non. On parle quand même de Jake DeBrusk, qu'il avait demandé une transaction l'an dernier. Il s'est rétracté, Bête. Oui, c'est ça. Mais c'est probablement le type de joueur qui a assez de talent pour attirer un échange de ce type-là, dans le fond. Puis, c'est ça le problème. Hein? Puis je pense qu'il pourrait avoir besoin d'un Jake DeBrusk à Los Angeles, peut-être. Sauf qu'avec l'émergence d'un Adrian Kempe, qui est peut-être un des meilleurs buteurs de la Ligue nationale, franc-tireur depuis 2 ans, c'est assez impressionnant. Je pense que personne ne le voyait devenir un aussi bon scoreur, dans le fond. Puis Byfield qui joue à l'aile aussi. Comme il y a beaucoup de gens au centre, tu as Byfield qui joue à l'aile. Mais le fait qu'il peut jouer au centre pourrait donner cette latitude-là à Los Angeles de faire l'échange. Ouais. Cependant, je ne suis pas convaincu qu'il serait intéressé à un échange de la sorte du côté de Los Angeles. Ouais, moi non plus, je ne pense pas qu'il voudrait nécessairement aller à Boston. Pas nécessairement parce que c'est un Québécois qui déteste Boston ou quoi que ce soit. C'est plus la conjecture actuelle. Là. En ce moment, cette année, moi j'ai l'impression qu'ils vont rester comme ça. Parce que tout simplement, ça va devenir l'équipe à battre, d'après moi, dans l'Ouest. Oui. Ça va être vraiment une bonne équipe là, avec une ligne de centre avec beaucoup, beaucoup de profondeur, évidemment. Impressionnante. Ouais. Puis là, à ce moment-là, est-ce que Danault, suite à cette saison-ci, là, pourrait commencer à penser peut-être à bouger? Puis même là, je pense que lui, il voudrait rester quand même. Il serait capable là, de jouer sur une troisième ligne puis avoir beaucoup de minutes quand même. Là. On a parlé avec le Canadien que c'était un modèle qui est faisable. Donc, d'avoir des 3 premiers trios qui ont beaucoup plus des minutes qui se ressemblent. Dans le cas de Los Angeles, ça pourrait être quelque chose qui fonctionne aussi, d'après moi. Oui, puis il ne faut pas oublier que Kopitar a un peu déjà accepté qu'il joue moins de minutes offensives, puis il joue ou moins de minutes défensives, là, selon les besoins, les besoins ponctuels. Là. Mais en fait, je pense que Kopitar est juste content avec Doughty que les Kings leur donnent une réelle chance de participer aux playoffs puis de gagner une autre Coupe Stanley pendant qu'ils sont quand même performants encore. Ce que d'autres équipes n'ont pas fait pour leurs vétérans, si on pense à Chicago, là, entre guillemets. Puis il y a Pittsburgh de leur côté aussi qui essaie de faire un peu la même mécanique en allant chercher Carson. Écoute, je pense que les Kings ont mieux travaillé que les Pingouins à ce niveau-là, mais c'est la situation qui fait en sorte que, d'après moi, Danault est encore là pour au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Ouais, je le vois pas bouger d'être là, moi non plus. C'est ça. Puis de toute façon, tant mieux pour lui, parce que déjà, il avait bien fait son jeu en allant chercher un bon contrat d'une longue durée quand même. Vraiment. Pour son âge et tout ça. Puis il n'est pas si vieux que ça. Puis ça lui permet quand même d'avoir un rôle qui est assez important pour être considéré dans les 2 premiers trios, mais qu'en même temps, il y a moins de pression quand même de performer. Lui, c'est beaucoup plus son rôle, c'est défensivement. Puis en tout cas, moi, je pense que c'est un rôle parfait pour Danault en ce moment, puis je ne le vois pas bouger de là. Il faudrait vraiment qu'il y ait une équipe comme Colorado pour lui faire penser à peut-être changer. Oui. Clairement, il va falloir qu'il reste dans une équipe gagnante, je pense. S'il arrive à déménager.
Ben, je pense que Boston, il y a trop de questions. Quoique Boston avec Dano deviendrait automatiquement meilleur, là, on s'entend. Oui. Mais je pense qu'il y a trop de questionnements dans l'avenir à Boston pour que Dano ait envie d'aller dans ce marché-là. D'aller là-bas, oui, exact. Prochaine question de Médragor. Quelle ville, là on parle de la PWHL, donc la nouvelle ligue féminine, donc quelle ville pourrait s'ajouter en premier, donc la prochaine équipe pourrait s'ajouter au Original Six de la ligue féminine? Je pense que tu avais pas loin les équipes, là. On a Montréal, Toronto, évidemment. Montréal, Toronto, Ottawa. Ottawa, New York. Boston, New York, puis Minnesota. Donc, d'après toi, est-ce qu'il y aurait un intérêt, premièrement, pour la Ligue d'expansionner rapidement ou est-ce qu'ils veulent rester à 6 équipes pendant un bon bout, le temps que le marché s'habitue et tout ça? Donc, est-ce qu'on parle avant d'avoir une prochaine équipe ou une expansion d'un 5 à 10 ans ou on parle d'un 2 à 3 ans? Je pense que ça va dépendre beaucoup de la réception et du niveau de jeu, selon moi. Si le niveau de jeu est assez élevé et que ça l'attire un intérêt marqué assez rapidement au niveau de justement là, la qualité du jeu et du spectacle au guichet, là, je pense que c'est. Bon, j'ai pas l'impression que les billets vont être très chers pour commencer. Non. Mais clairement, c'est vraiment l'assistance dans les arénas qui va faire la différence pour eux. Là. Donc, parce qu'il n'y a pas de contrat de télé. Il n'y a aucun contrat de télé en ce moment. Là. Donc, plus qu'il y a de gens qui vont se déplacer pour aller voir ce jeu-là, plus ça va permettre de penser rapidement à avoir une expansion. Puis, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on va faire une expansion, on va diluer ce niveau de jeu-là aussi. Donc, c'est un peu le côté important à regarder du côté de la business, dans le fond, de cette structure-là. Chose intéressante, par exemple, c'est la Ligue qui est propriétaire de tout, un peu comme la MLS, dans le fond. Donc, ils ont vraiment intérêt à faire des choix pour que la Ligue grandisse et non pas des choix individuels par équipe. Donc, c'est peut-être le côté positif là, que je vois au niveau structurel, c'est ça. Oui, structurel, de vouloir expandre plus rapidement, dans le fond. Là, l'autre difficulté qu'on a au niveau de l'expansion, c'est que le marché le plus à l'ouest, c'est Minnesota, puis c'est pas tant que ça à l'ouest. C'est pas mal dans le centre des États-Unis. Central, c'est ça. Fait que, il y a quand même des bonnes villes de hockey aux alentours, par contre. Fait que, si on pense à faire une expansion de 2 équipes, monter ça à 8, y aller progressivement, là, je pense qu'une expansion aux 2, 3, 4, 5 ans, selon l'évolution du marché, dans le fond, ça pourrait devenir intéressant. On a juste à penser à Détroit, qui est assez proche. On a juste à penser à Pittsburgh, Philadelphie, qui sont encore proches. On peut penser aussi, attends, là, j'en avais une autre, j'ai la carte à côté, c'est pour ça que vous me voyez regarder de côté. Là. Tu ne me parles pas de Québec, là. Non, ben écoute, je sais pas à quel point ça pognerait à Québec d'avoir le marché féminin. Ben, en tout cas, au moins, il y a l'aréna et tout. Là. Les structures. C'est ça, au niveau infrastructure, on est équipé en masse, ça c'est clair. Ça pourrait être quelque chose à tester au niveau de justement l'intérêt d'avoir des gens au guichet pour une autre ligue professionnelle de hockey, même si c'est féminin. Oui, définitivement, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais là, c'est ça. Au niveau des États-Unis, ben c'est ça. Donc, tu as Buffalo aussi. C'est Buffalo que je cherchais. Excusez. Il était dans l'État de New York aussi. Là, c'est pour ça que je la voyais pas, je la trouvais plus. Mais c'est ça. Donc, Buffalo, Pittsburgh, Philadelphie, Détroit, moi, je pense que c'est pas mal les villes là, qui pourraient être les plus intéressantes pour des expansions vite. Ben, tu sais, c'est comme... Il faut penser à la Ligue nationale de hockey, la NHL. Là, quand ils ont commencé à 6 équipes, mais c'est pas pour rien non plus qu'ils ne voulaient pas avoir trop d'équipes parce que le problème, c'est tout le temps le talent. Le bassin de talent doit être proportionnel au nombre d'équipes. Oui. En ce moment, les ligues féminines, puis les ligues, donc le hockey féminin n'a pas encore l'expansion, n'a pas encore le bassin de joueurs qui permet d'aller avoir une douzaine d'équipes. Là. C'est impossible. Parce que le talent va être trop dilué. Puis là, à ce moment-là, le talent trop dilué fait en sorte que le spectacle est moins beau ou qu'il y a des joueurs qui sont là, puis d'autres joueurs qui sont là, vraiment trop bas. Puis là, à ce moment-là, ça fait en sorte que ça devient moins intéressant pour le public d'aller voir et de se déplacer. Donc, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre le talent ensemble le plus possible pour avoir des bons matchs, des trucs intéressants à montrer, quitte à avoir, évidemment, perdre de l'argent en ayant des
des équipes ou des villes qui n'ont pas d'équipe. Oui, définitivement. Ouais, malheureusement, c'est ça. On commence petit, puis éventuellement, ça va devenir plus grand. Moi, j'ai bon espoir que c'est le genre de ligue en ce moment qui manquait pour le hockey. Maintenant, c'est est-ce qu'ils vont avoir un financement? Est-ce qu'ils vont avoir des partenaires d'affaires qui vont permettre de faire grandir assez rapidement pour développer le marché un peu plus, là, avoir des équipes comme à Edmonton, à Vancouver, dans l'Ouest comme à Los Angeles, entre autres. Puis là, on parlait même peut-être Vegas, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Oui, mais c'est sûr que on aurait besoin d'au moins les trois villes canadiennes, je pense, si on veut faire un marché de l'Ouest. Je pense qu'on n'aura pas le choix d'inclure Calgary, Edmonton, Vancouver assez rapidement là-dedans. Je pense que c'est là qu'ils ont des chances de vendre le plus de billets. Les fans sont fanatiques là-bas, donc c'est sûr qu'il y a de la place pour ça. Sinon, c'est à la côte ouest, c'est ça. Quand j'avais regardé vite, on pourrait penser à Vegas, Los Angeles. Puis là, il faudrait aller peut-être vers Washington, Seattle. Ça serait les deux. Les deux. Peut-être Colorado pourrait fonctionner aussi, qui est plus dans le centre, là, mais ça pourrait peut-être fonctionner. Ça pourrait marcher. On ne passera pas trop de temps sur cette question-là. On est en plein camp d'entraînement, puis Carl M. Kahn demandait est-ce qu'Hanneman et Roy vont jouer ensemble quelques matchs pendant le camp d'entraînement? Ben, moi, la réponse, c'est non. J'ai pas l'impression qu'ils veulent les mettre ensemble. J'ai l'impression qu'ils veulent. Ce qu'on voit là en ce moment, c'est Roy, Beck, Ilonen ensemble. Oui. Trio explosif potentiellement avec de la défensive. Puis ils veulent vraiment les garder ensemble. Parce que ça risque d'être un des trios pour Laval. Pour Laval. Ouais. Mais tu sais, écoute, là, c'est sûr que la discussion pour Roy et Hanneman est-ce que le Canadien voit Hanneman se frayer un poste avec l'équipe tout de suite? Si c'est le cas, ben, ils vont avoir avantage à le faire jouer avec des joueurs de la Ligue nationale, dans le fond, déjà. Ouais. Et là, avec Roy, en tout cas, si les deux jouent ensemble, j'ai plus l'impression que ça va être à Laval que dans le camp d'entraînement. Même pas au début, en plus. Ouais, non, c'est ça. Donc, j'ai plus l'impression que c'est là que ça va finir par arriver. Sauf que j'aimerais ça, par exemple, les voir jouer ensemble. Mais moi aussi. Au moins un match, là, ça serait le fun, de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Vraiment, avec un joueur d'expérience à leur côté. Mettez Monahan au centre. Là. Ouais, oui, avec ces deux gars-là ou quelque chose comme ça, ça pourrait être vraiment le fun à voir à l'œil. Ah, ça serait le fun. Puis la dernière question de la journée, c'est Michel Blanc qui demande pourquoi le CH a choisi un défenseur 2023 quand la QV était riche en avant, donc en joueur d'avant en 2023, et en sachant qu'en 2024, ça allait être plutôt le contraire et donc riche en défenseurs. Ouais. Tu sais, les scouts du Canadien, dans le fond, sa question, c'est les scouts du Canadien savaient très bien que la QV 2023, c'était des avants, la QV 2024, c'était des défenseurs en priorité, en tout cas au moment où ils ont fait leur choix. Pourquoi ils ont jeté leur dévolu sur un défenseur? Écoute, c'est une question qu'on va se poser pendant une couple d'années encore, je pense. Cependant, mon opinion à ce niveau-là, si je me mets dans les pantalons puis dans le rôle à Kent Hughes, c'est que les vrais bons attaquants que je voulais sont plus là. Ouais. Fait que tant qu'à avoir le modèle d'attaquant que je veux pas vraiment, même si ça va être un bon attaquant quand même, je vais aller chercher le défenseur qui est le meilleur. C'est le mot-clé que tu viens de dire, là, que je voulais dans le sens, l'équipe avait choisi qui avait ciblé tel type de joueur, puis que si toutes les autres étaient plus bas dans leur classement, même si pour nous, on est des fans, là, si on regarde, peut-être qu'on voulait Leonard, peut-être qu'on voulait Benson, mais peut-être que le Canadien, c'était pas ces joueurs-là qui regardaient. Là. Exact. Puis tu sais, il ne faut pas oublier que si Rainbacker puis l'autre défenseur russe ont sorti si haut au repêchage, Simachev, ont sorti si haut au repêchage malgré une année forte en attaquant, ben c'est peut-être une raison de plus de voir le potentiel puis la qualité de ces deux défenseurs-là, dans le fond. Je m'explique là, peut-être plus en détail. Au cours des dernières années, là, regardez tous les repêchages. Entre 5 et 8, vous avez tout un défenseur élite qui joue dans la Ligue nationale. Puis élite, là. Pas juste, on parle de Miro Escanen, on parle de Quinn Hughes, on parle de Moritz Seider. Écoutez, là, si Rainbacker peut juste être le 3/4 d'un de ces gars-là, on va tout baver puis on va tout triper. Ouais. Puis
en tout cas, si je me fie à mon instinct de ce que j'ai vu de ce jeune homme-là, il va être encore meilleur que certains d'entre eux. Fait que, écoutez, arrêtons de partir en peur. Je comprends, par exemple, le point 100 000 à l'heure. Là. Écoute, au moment du repêchage, j'étais en beau joie le vert. Donc, je peux pas dire que je pense pas comme Michel ici. Là. Sauf que plus ça avance, plus je pense que le Canadien a fait le bon choix avec Reinbacker pour cette année-là de repêchage. Bref. Ben, si moi, je peux revenir un peu en arrière là, à la 2022. 2022, moi, ce que j'avais comme personne, puis je vous le dis en toute sincérité, ce que je voulais avoir, c'était Nemeth. Oui. Parce que je savais déjà, on avait un problème au niveau, tout le monde le savait qu'on avait un problème au niveau de la défensive du côté droit. En 2022, on se rappelle, là, on n'avait pas encore choisi Hudson. Puis Mailloux, il n'y a pas personne qui l'avait dans son cœur. On ne savait même pas s'il allait jouer dans la Ligue nationale. Oui. Donc là, on n'avait comme pas grand monde qu'on pouvait se rabattre en termes de défenseurs à part Goulet. Oui. Fait que moi, je me disais, allons chercher Nemeth pour jouer avec Goulet, éventuellement. Puis s'il faut, on va se descendre de quelques rangs, ramasser des joueurs, des bons joueurs pour quelqu'un qui veut absolument avoir le premier rang, parce que c'était pas une cuvée où on avait clairement un premier choix établi qui allait faire la Ligue nationale la saison suivante. Là. Puis on le voit là, en ce moment, là, c'est pas ce qui est arrivé, là, à part Slavkovski qui a joué. Oui. Donc, ça reste que le but était pour moi de choisir un défenseur en 2022, en sachant très bien que l'année suivante, c'était Connor Bedard. Connor Bedard, là, c'était le draft de la prochaine décennie, probablement. Clairement, je pense. Que je voulais qu'on cible. Puis en sachant très bien que si on allait choisir Nemeth, il n'allait pas jouer dans la Ligue nationale, les plans auraient pu être qu'on continue à avoir des difficultés cette année 2023 pour potentiellement aller chercher un Connor Bedard, un Fantilli ou même un Carlson. Malheureusement, c'est pas ce qui est fait. Tu sais, même là, je vais en profiter pour bondir sur ce que tu dis, puis tu sais, même descendre jusqu'au 5-6e rang, puis pogner un Yerichek à la limite, ça aurait fait en masse, ça aurait pu faire en masse la job, tu sais, par rapport à ce qu'on avait besoin beaucoup plus l'an passé que de sacrifier. En tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné en termes d'échange pour Kent Hughes durant cette préparation au repêchage-là. J'ai même l'impression qu'il n'avait même pas l'intention de repêcher au premier rang, puis qui faisaient des pieds et des mains pour échanger. Bouger. Puis ils n'ont pas été capables de le faire. C'est vraiment l'impression que j'ai. Là, ou parce en que bougeant. J'y étais. Là. Oui, c'est ça. J'y étais à ce repêchage-là physiquement. Donc, il y avait une espèce d'ambiance étrange. Le fait que Pierre-Luc Dubois était sur place aussi. Écoute, là, même Anthony Bouvier était sur place aussi. Fait que, il y avait quand même beaucoup de spéculation là, au niveau des joueurs potentiels alentours qui pouvaient peut-être changer d'adresse. Puis on s'est ramassé avec un échange de Kirby Dach, dans le fond, avec... Ce qui n'est pas mauvais du tout, là, quand on regarde en rétrospective, Romanov pour Kirby Dach, là, wow! Oui, puis tu sais, je pense que ça arrivait à un prix que Kent Hughes était prêt à payer avec Romanov, dans le fond. En tout cas, il y a toujours espoir pour 2024, parce que si on regarde le top 3 2024, ce n'est pas des défenseurs, c'est des attaquants, en tout cas pour l'instant. J'ai pas l'impression que c'est ce qu'on vise là, avec le Canadien. Évidemment, ils veulent gagner plus que l'année passée. Donc, ça ferait en sorte qu'on sortirait du top 5 automatiquement. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va arriver? Je ne le sais pas. Mais pourquoi pas rêver à potentiellement aller chercher un de ces attaquants-là pour la prochaine QV? Bon, évidemment, le problème du Canadien, c'est qu'on est trop petit. Ça a toujours été le cas. Je pense que c'était ça qui était mis de l'avant en 2022, d'aller chercher Slavkovski. C'est ça qui a été mis de l'avant en 2023. On cherchait un gros défenseur. On cherchait quelqu'un qui était plus que 6 pieds pour venir rendre l'équipe encore plus grosse. Sachant très bien qu'on a Farrell, qu'on a RHP, qu'on a Gallagher qui est sur le point de sortir, puis qu'on a Caulfield et qu'on a comme Suzuki qui est à peine 6 pieds, qu'on a Roy qui est à peine 6 pieds. La Ligue grandit, la Ligue devient plus imposante, donc il fallait aller chercher du poids. Maintenant, là, on va commencer là, avec une défense qui est top-notch. Là. On peut commencer vraiment à regarder les attaquants, que ce soit via les marchés des échanges ou augmenter au niveau du repêchage puis aller chercher des hauts choix attaquants. Oui, puis tu sais, je pense qu'on n'a pas à se surprendre si, dans l'avenir, Kent Hughes et Gorton font des échanges qui n'impliquent pas les joueurs qui sont allés chercher depuis qui sont en poste. Donc, tous les joueurs qui faisaient partie de l'ère Bergevin ou repêchés par Marc Bergevin, je crois qu'il y a à peu près juste Caulfield qui est intouchable. Ah oui, tu penses même Suzuki pourrait
bouger. Ben, là, que Suzuki est devenu Potentiellement. capitaine. Là. Fait que je pense que non, parce qu'ils ont donné le capitaine. Là. Fait que clairement, ils voyaient un peu les mêmes choses que Bergevin voyait en lui. Là. Mais si on parle surtout, je parlais plus d'être repêché par Bergevin. Là, parce que dans les dernières années, ils ont eu des belles années de repêchage, Timmins et Bergevin quand même. Là. Il y a certains bons talents qui ont sorti là. Mais comme je dis, c'est ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a à peu près juste Caulfield dans ceux qui ont repêché qui vont vouloir vraiment garder. Là. Ouais. T'as pas mal raison là-dessus. C'est sûr que moi, je garderais Suzuki, je garderais comme quelques joueurs, mais l'ensemble... Suzuki, je ne l'implique pas dedans parce que c'est pas nous qui l'ont repêché. C'est pour ça que je dis ça. Non, c'est sûr. Oh, c'est clair. C'est pour ça que je le dis comme ça. C'est Vegas. Ouais, t'as raison. Ça a coûté Pacioretty, là. Oui, c'est ça. Pacioretty, on remonte loin. Là. On commence déjà à remonter loin. Là. On va voir dans 3 ans qu'est-ce que ça va avoir l'air. Mais moi, j'ai l'impression que le Canadien, là, il n'est pas à piquer des verres avec notre défensive qu'on a. Puis ça commence par ça. La plupart des bonnes équipes se sont développées via les défenseurs. Puis après, ils sont allés chercher leurs attaquants. Évidemment, ça dépend du draft. Ça dépend de ce qu'il y a comme proposition. Mais c'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de défenseurs, pas beaucoup d'attaquants l'année prochaine. Probablement que ça va nous permettre peut-être d'aller chercher un bon talent qu'on n'aurait pas pensé aujourd'hui. Puis de toute façon, on va en parler là, plus au courant de la saison là, du prochain repêchage. Définitivement, ça va revenir quand même assez régulièrement, je pense, au niveau de Mordu de sport. Mordu de hockey dans Mordu de sport. Oui, exact. Je pense que ça va revenir souvent là, au niveau des espoirs du Canadien. On va regarder Laval. En tout cas, même le prochain repêchage, c'est des points chauds qu'on va garder à l'œil pour vous. Exact. Donc, merci beaucoup, Julien. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Yes. Évidemment, on vous invite, le pouce, exactement, le pouce en l'air. On vous invite à nous suivre et aussi à partager parce qu'on aimerait beaucoup ça. On aimerait vraiment ça, se rendre à 500 d'ici le début de la saison. Là. Ça serait vraiment magique pour éventuellement... Ça serait tout un départ canon pour la chaîne, gang, là, aussi. Là. Pensez à ça. Là, c'est le fun parce qu'on a bénéficié beaucoup de la gang de Frankwell, du podcast Hockey. Puis, c'est le fun que vous soyez au rendez-vous. Mais vraiment, là, si on réussit à aller chercher 500 abonnés aussi rapidement, c'est tout un départ canon sur YouTube pour vrai, là, pour une chaîne francophone. Wow! Merci, gang. C'est vraiment cool. Puis on veut ajouter du sport, on veut ajouter d'autres intervenants, d'autres collaborateurs. Puis plus on va être, il va y avoir de gens qui vont nous suivre, bien, plus ça va être facile pour nous d'aller les recruter puis de les amener avec nous, avoir la NBA, d'avoir la MLB, d'avoir d'autres sports et aussi avoir des intervenants sur notre chaîne ici, Mordu de hockey. Bien, sur notre chaîne, dans notre division. Okay. On va s'habituer. Oui, c'est ça. Donc, voici le nouveau logo. Je vous le montre dans le coin en haut à droite. Puis, je vous souhaite une belle, un beau restant de fin de semaine. On est dimanche déjà. Puis, nous, on va se revoir vendredi prochain pour un prochain épisode de Mordu de hockey. Yes, une belle semaine à tout le monde. Merci. Yes. Merci, Julien. Salut. Salut, Seb.